Donc je répète, donc, une fois qu'on a créé donc, les entités GPA, donc, nous avons besoin de configurer l'unité de persistance. Alors pour cela, donc, on va spécifier ça, la configuration dans un fichier qui s'appelle persistence.xml. Alors ce fichier persistence.xml, généralement c'est un copier-coller que vous allez souvent trouver dans les projets qui utilisent GPA. Alors on va trouver des informations comme par exemple d'abord le provider. Alors pourquoi le provider? Parce que mon application utilise GPA, mais il faut spécifier quelle implémentation de GPA. Alors ici donc quelle implémentation que je vais utiliser, c'est Hibernate. Donc vous voyez donc si vous voulez basculer de Hibernate vers Toplink ou là vers Ivatis, le seul endroit où vous allez changer c'est ici. Donc le code il ne va pas être touché parce que le code il est lié à GPA. Alors maintenant, comme c'est Hibernate, il y a un ensemble de propriétés que vous allez spécifier. Généralement, il y a 5 propriétés qui sont souvent obligatoires. Donc il y a Hibernate Connection URL. Donc ça, c'est l'URL de la base de données. Donc on spécifie donc quelle base de données. Ici, donc MySQL, la base de données catalogue. La deuxième, c'est username. Le troisième, c'est password. C'est normal parce que Hibernate a besoin de ces informations pour établir la connexion vers la base de données. La quatrième, c'est Connection Driver Class, le pilote JDBC. Alors dans notre cas, c'est com.mysql.jdbc.driver. C'est le pilote JDBC. La cinquième, c'est le dialecte. Alors pourquoi le dialecte? Parce que vous savez, même si vous lui dites, voilà, j'utilise MySQL, mais vous savez que dans MySQL, il y a plusieurs versions. Il y a depuis la version 3, 4, 5, mais à chaque fois, vous savez, parfois dans les SGBD, en passant d'une version à l'autre, il y a parfois des changements au niveau du dialecte. C'est quoi le dialecte? C'est le code, c'est le langage SQL, les requêtes SQL qui marchent uniquement pour ce type de SGBD. Par exemple, en passant de MySQL 4 à 5, il y a un changement. Et après, vous savez, dans MySQL, par exemple, il y a MySQL, il y a MariaDB. Vous savez c'est quoi la différence entre MySQL et MariaDB? Vous connaissez l'histoire? C'est la même histoire. Hein? C'est le fondateur MySQL, il a fait MariaDB. وبنته MySQL. Ah. Là, oui, exactement. Bon, c'est-à-dire le fondateur, celui qui a créé MySQL, eh ben, il l'a appelé MySQL. Je dit MySQL. Machi Diali. En fait, parce qu'il avait une fille qui s'appelle Mai. Donc, Kadik Mai, c'est le nom de sa fille. Il l'appelait MySQL. Il ne savait pas que le SGBD allait devenir très populaire, parce qu'à l'époque, c'était dominé uniquement par Microsoft avec SQL Server et Oracle. On parlait que ça, lui, donc il a créé ce open source. Et une fois après, par la suite, MySQL il est très connu, mais après, il a une deuxième fille qui s'appelle Maria. D'accord? Et il se trouve que MySQL a été vendu à Oracle, c'est-à-dire que Oracle a racheté la licence de MySQL il y a 2 années, n'est-ce pas? Une fois que MySQL a été donc passé sous la licence, c'est-à-dire c'est la gestion de Oracle, il est toujours gratuit, mais vous savez, Oracle, il a toujours derrière, il y a c'est-à-dire des objectifs commerciaux, n'est-ce pas? Donc ce qui fait que quand avec la version open source il est passé chez Oracle, la version open source, il continue open source avec un autre nom. Ben, il faut changer de nom. Et donc justement, dès que la version, il l'a appelée MariaDB, donc c'est-à-dire la version open source. C'est sa deuxième fille. Okay? Donc ça veut dire que MySQL et MariaDB, c'est la même chose. La seule différence, c'est au niveau de les licences. Wahd, il est open source avec une licence OpenGL, etc. Mais MySQL, il utilise en fait deux licences, mais en tout cas, il est toujours gratuit, mais c'est géré par Oracle. D'accord? Donc d'ailleurs, si quand vous installez WAMP Server, par exemple, parfois vous voyez dans phpMyAdmin, il vous demande est-ce que vous voulez utiliser MySQL ou bien MariaDB. Mais sachez qu'il s'agit du même moteur, avec bien sûr des modifications au niveau du moteur, mais en tout cas, c'est juste une histoire. Donc ça veut dire que quand vous dites MySQL, et bien après, est-ce qu'il faut spécifier le dialecte? MySQL 5 dialecte ou bien MySQL dialecte, donc il faut spécifier InnoDB dialecte. Il se trouve qu'au niveau des dialectes, c'est quoi le dialecte? C'est une classe qui permet au framework de savoir quel est le code SQL, la syntaxe SQL qu'il faut utiliser pour ce SGBD. Donc c'est grâce à ce dialecte-là qu'on peut migrer facilement d'un SGBD vers
un autre. Par exemple, quand vous allez passer vers Oracle, vous allez utiliser ici le dialecte, c'est Oracle dialecte, wesh 8 ou la 9 ou la 10 ou la 11, hein? C'est un peu ça. Et après, il y a une autre propriété qui est importante, c'est HBMDDL.auto. Vous savez, DDL, ça veut dire Data Definition Language. Je dois juste vous rappeler que dans le langage SQL, il y a 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle DML, Data Manipulation Language, dans lequel vous trouvez les instructions insert, select, update, delete. Ok, DDL, Data Definition Language, dans lequel on trouve les instructions create table, alter table, drop table. Donc ça, c'est pour créer la structure de la base de données. Et après, il y a DCL, c'est Data Control Language, dans lequel vous trouverez les instructions congruentes, par exemple, pour créer les utilisateurs, les droits d'accès, les rôles, etc. Alors maintenant, quand vous mettez la propriété ddl.auto, il peut avoir comme valeur soit update ou bien create. Alors si vous mettez la valeur update, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand l'application démarre, Hibernate, il va vérifier est-ce que la base de données est créée, est-ce que les tables sont créées. Alors si les tables sont déjà créées, il ne va rien faire, il ne va pas les toucher. Mais si la table n'existe pas, par exemple quand il découvre qu'il y a une entité produit qui correspond à une table produit, si la table produit n'existe pas, c'est lui qui va la créer. C'est-à-dire il va faire un create table. Donc vous voyez, donc avec update, si la table n'est pas créée, il va la créer. S'il est déjà créé, il ne va pas la toucher. Mais si vous mettez create à la place de update, vous utilisez create, c'est différent. Parce qu'avec create, si la table n'est pas créée, il va la créer comme update. Mais si la table existe déjà, il va l'écraser. Il va faire un drop table, il la supprime d'abord, il la recrée. Ça veut dire que si vous utilisez create, ça veut dire que chaque démarrage de votre application va entraîner, ça va écraser la base de données. Vous savez ce que c'est écraser une base de données? Alors imaginez que votre première expérience en entreprise, vous êtes très content avec votre GPA, votre Hibernate, etc. Là, vous mettez create, dans votre machine, tout marche bien. À chaque fois que vous démarrez, vous insérez de nouvelles données, ça marche, il n'y a pas de problème. Et le jour où vous allez faire la démonstration à vos responsables, vous venez avec votre machine, vous êtes très content et vous avez la mauvaise idée de dire voilà, ici je ne vais pas utiliser la base de données test, je vais utiliser la base de données production. C'est-à-dire je vais utiliser carrément la base de données pour leur montrer mon application avec les vraies données, n'est-ce pas? Et là, et comme vous avez la possibilité d'avoir le mot de passe, etc., ben vous mettez les choses ici, vous démarrez votre application, vous cherchez les données, il n'y a rien, vous me posez les questions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez d'écraser la base de données de l'entreprise. Vous savez ce que c'est écraser? C'est même pas la peine de démissionner. Il faudrait peut-être changer votre numéro de téléphone, votre adresse, votre ville, votre pays, votre continent, votre galaxie. Donc, c'est... Alors, pourquoi je vous dis ça? Bon, généralement, quand on développe une application, sachez que, en fait, on n'utilise jamais les bases de données de production. C'est-à-dire, on utilise toujours des bases de données de test. Et sachez que quand on développe, il y a ce qu'on appelle 3 environnements. Il y a l'environnement dev, test, prod. Dev, j'ai un fichier de configuration dans lequel j'utilise une configuration X. Test, c'est pour les tests unitaires. Il y a un autre fichier de configuration. Et en prod, il y a un autre fichier de configuration. Alors, par exemple, en dev, je peux mettre ici create. Pourquoi? Create, c'est pratique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous ajoutez des attributs, vous corrigez votre modèle. À chaque fois que vous corrigez le modèle, il va falloir recréer la base de données. Donc, on a besoin de supprimer l'ancienne et de la recréer. Donc, c'est pratique. Mais dès que la base de données est créée, il faut, cette ligne-là, il faut pas la mettre dans c'est-à-dire quand vous serez en prod, la version production, de la ligne, il faut la supprimer. Hein. Il ne doit pas exister. Comment? Donc, avec create, dès qu'il trouve une entité GPA, drop table, create table. Entité GPA, drop table. Donc,
C'est-à-dire que si vous mettez create, c'est votre... Alors maintenant, c'est vrai que vous n'avez pas accès à la base de données de production, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois il se trouve que vous êtes embauché par une petite entreprise et vous êtes le seul informaticien dans l'entreprise, vous êtes administrateur système, vous êtes développeur, vous êtes, je ne sais pas, administrateur base de données, donc vous avez l'accès à tout ça et vous avez l'idée de faire ce genre de choses, vous écrasez la base de données. Et si en plus vous n'avez pas un système de restauration de base de données, parce que généralement il y a toujours un système de restauration. Si vous n'avez pas prévu un système de restauration, c'est que là, il ne faut pas changer uniquement votre continent, mais il faut changer le... il faut aller vers une autre planète. Parce que ça, c'est... La perte des données de l'entreprise, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. À chaque exécution de l'application, il fait le traitement. On vient le premier... Alors, au démarrage de l'application, on va voir tout à l'heure, le premier objet qui va être créé, ça s'appelle Entity Manager Factory. Et quand il démarre, s'il trouve de la propriété update ou de la create, il fait ce travail. Mais si vous l'enlevez, ben, il ne le fait pas. Alors si vous souhaitez que Hibernate vous affiche les requêtes SQL au moment de l'exécution, on va utiliser la propriété show SQL, on va mettre true. Alors vous voyez donc ici ce qu'on appelle, ça c'est l'unité de persistance, c'est la configuration de l'unité de persistance. Alors maintenant le premier test que vous allez faire maintenant avec GPA, c'est de créer ce qu'on appelle un objet. Le premier objet qu'il faut créer dans GPA, ça s'appelle Entity Manager Factory. En fait, Entity Manager Factory, c'est une interface qui est fournie par GPA. Ouais, Entity Manager Factory, pour le créer, on utilise la classe Persistence, qui est fournie par GPA toujours, .create Entity Manager Factory, et on lui spécifie ce qu'on appelle l'unité de persistance. L'unité de persistance. Regardez. Dans le fichier, nous avons persistence unit name égale UP4. Ça veut dire que dans ce fichier-là, je peux configurer plusieurs unités de persistance. C'est-à-dire je peux avoir plusieurs bases de données. Chaque unité de persistance, elle est associée à une base de données. Donc ici, vous créez un Entity Manager pour une source de données. Pour chaque source de données, vous lui créez un Entity Manager. Donc Entity Manager Factory. Donc Entity Manager Factory, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire le fichier persistence.xml automatiquement. Donc il va trouver les informations sur la base de données, il va établir la connexion vers la base. Il trouve la propriété Hibernate HBMDDL.auto, il trouve update. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un create table, donc il va vous créer la base de données. Donc si vous faites ce genre de test là, vous allez trouver tout simplement la base de données qui va être générée. Et vous pouvez la consulter donc pour voir est-ce qu'il correspond à votre modèle. Maintenant, une fois que vous avez donc le premier objet à créer dans GPA, c'est quoi? C'est Entity Manager Factory. Le deuxième maintenant, si vous voulez gérer les entités GPA, c'est-à-dire vous voulez ajouter des produits, chercher, éditer, supprimer tout ça, vous aurez besoin d'utiliser un objet qui s'appelle Entity Manager. Donc avec Entity Manager, on peut faire ce mapping objet relationnel si vous voulez. Alors pour cela, pour gérer par exemple les produits, il faut se rappeler que notre problème c'est quoi? On veut créer une application qui permet d'ajouter des produits, n'est-ce pas? Consulter tous les produits, chercher les produits dans la désignation contient un mot-clé, chercher un produit sachant son identifiant, mettre à jour, supprimer le produit. Bref, c'est les méthodes classiques, n'est-ce pas? Alors pour faire ça, on va respecter ce que nous avons appris la semaine dernière. Avant de créer la classe, il faut créer d'abord l'interface. Donc on va créer cette interface dans laquelle on déclare ces méthodes. Et par la suite, on va créer une implémentation de cette interface. On crée une classe qui implémente l'interface, dans laquelle je déclare un objet de type Entity Manager. Donc d'abord l'objet Entity Manager, c'est avec cet objet-là que je peux gérer la persistance des entités. Alors comment créer l'objet Entity Manager? C'est très simple, regardez. Entity Manager égale Entity Manager Factory .create Entity Manager. Le premier objet qui est créé, c'est Entity Manager Factory. Et à partir de Entity Manager Factory, je crée un objet Entity Manager. Donc, à moi, les deux interfaces principales de GPA. Entity Manager Factory, qui me crée l'objet Entity Manager. Maintenant, Entity Manager, je vais l'utiliser pour gérer la persistance.
Alors maintenant, vous voulez par exemple enregistrer un produit. Dans la méthode par exemple save, vous lui donnez un objet produit de type P de type produit. Alors si vous voulez enregistrer le produit, il suffit d'écrire entitymanager.persist P. Alors persist, c'est-à-dire enregistre-moi l'objet P. Donc automatiquement, il va traduire ça par insert into la table. Il prend les données de l'objet et il va les envoyer comme enregistrement dans la table produit, n'est-ce pas? Alors ici, donc ça c'est pour enregistrer. Mais nous avons vu la dernière fois, si vous vous rappelez, à chaque fois qu'on veut faire une opération dans la base de données, il faut utiliser des transactions. Alors, ça veut dire quoi? Avant de faire ça, normalement, il faut démarrer une transaction et à la fin, vous faites soit commit, soit rollback. Alors, je vous rappelle que pour créer une transaction, il faut... Voilà le code. La dernière fois, je vous ai demandé d'admettre le code, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est du GPA. Donc, comme pour créer une transaction, on va utiliser entity transaction. C'est une autre interface. Donc, vous voyez donc GPA, voilà la troisième interface. Transaction égale entitymanager.get transaction. On crée la transaction à partir de l'objet entity manager. Donc, je reprends. Entity manager factory, il me crée entity manager. Ou entity manager, il me crée une transaction. Après, vous faites begin, transaction.begin. On commence la transaction. Rappelez-vous, begin transaction, ça veut dire quoi? Le brouillon. N'est-ce pas? Je sors mon brouillon, try, je fais ça. Si ça marche, je fais commit. S'il y a problème, il y a exception, je fais rollback. N'est-ce pas? Mais nous avons déjà expliqué que ce genre de code-là, c'est des codes techniques. Il ne faut pas l'écrire. Si vous utilisez l'inversion de contrôle, on n'a pas besoin d'écrire ce code. Par exemple, avec Spring, notre code va devenir ça. C'est qu'avec Spring, la méthode save, on va utiliser uniquement entitymanager.persist. Alors ici, donc, la notation, c'est transactional. Ça veut dire que je suis en train de déléguer la gestion des transactions au framework Spring. C'est bien ça le principe de l'inversion de contrôle. C'est clair? Alors maintenant, si vous voulez par exemple chercher la liste des produits, la méthode findAll, liste produits, on va utiliser entitymanager.createQuery. On va créer une requête et là on peut spécifier la requête. Select from produit, where, etc. Et quand vous écrivez donc votre requête, après, si vous voulez retourner la liste des produits, vous utilisez return query.getResultList. Il vous retourne directement la liste des produits. Alors maintenant, si on revient à GDVC que je vous ai montré au départ, qu'est-ce qu'il fait derrière? While rs.next, pour chaque ligne, il crée un objet produit, il transfère les données de la ligne vers l'objet, il ajoute l'objet à la liste, à la fin, il vous retourne. Donc, vous vous rappelez au début, donc, il fallait faire tout ce code-là, mais en fait, ici, donc, c'est ce qu'il va faire pour vous. Donc ça veut dire maintenant chaque opération, vous allez écrire une ligne, deux lignes, généralement vous faites l'opération. On n'a plus besoin d'écrire des temps de lignes et en plus vous êtes sûr que c'est la bonne, derrière il y a des bonnes pratiques. Mais quand même, regardez, ce que vous mettez là quand vous appelez create query, ce que vous voyez là, c'est pas SQL. Ça ressemble à SQL, mais c'est pas du SQL, c'est ce qu'on appelle le HQL. Alors, c'est quoi le HQL? HQL, c'est Hibernate Query Language. C'est quoi la différence entre HQL et SQL? C'est très simple. Au niveau syntaxe, c'est presque la même chose. Parce que vous allez trouver select, from, where, etc. La différence, c'est que dans SQL, je manipule les tables et les relations entre les tables. SQL. Vous manipulez les tables et les relations entre les tables. SQL. Mais dans HQL, je ne connais pas les tables, je ne connais pas les relations, je ne connais pas la base de données, je ne connais que les classes. Donc, HQL, je manipule quoi? À la place des tables, c'est quoi? C'est les classes. Et les relations entre les classes. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai? J'ai que le diagramme de classe, je n'ai pas le modèle relationnel. À partir du modèle de classe, je peux écrire mes requêtes HQL. Et après, c'est Hibernate qui va traduire le HQL en SQL. En fonction du dialecte qui a été précisé dans la configuration. Donc, il a qu'un, par exemple, MySQL dialecte, il va le traduire en SQL pour MySQL. Il a qu'un Oracle dialecte, il va le traduire en SQL pour Oracle.
Donc c'est comme ça qu'il va vous garantir que l'application va être portable par rapport au système de gestion de base de données. C'est clair? Alors qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je vous racontais? Merci. Donc, comme je disais, si vous voulez écrire directement SQL, il n'y a pas de problème. Vous pouvez appeler la méthode qui s'appelle Create SQL Query. La méthode s'appelle Create SQL Query. Dans ce cas-là, vous écrivez carrément SQL. Mais, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que si vous écrivez SQL, vous risquez d'écrire une requête SQL qui va marcher pour un HDBD actuel, mais quand vous allez faire la migration, par exemple, pour une raison ou une autre, ça ne va pas marcher. Mais ça existe quand même, c'est-à-dire si vous voulez l'utiliser. Donc ça veut dire qu'au lieu d'utiliser SQL, on préfère utiliser le HQL. Alors maintenant, pourquoi on l'appelait HQL? Parce qu'en réalité, ça c'est du GPAQL, n'est-ce pas? C'est pas lié à Hibernate, parce que là, c'est du GPA. Donc ça peut être top link, ça peut être, n'est-ce pas? En fait, on l'appelait HQL parce que, je vous rappelais, qu'est-ce qui a été créé en premier lieu, comme je disais avant? Ce qui a été créé en premier lieu, c'est Hibernate existait avant GPA. Et quand GPA a été créé, il s'est inspiré de Hibernate. Mais il se trouvait que Hibernate qui avait utilisé le langage HQL. Et après, il a pris le nom HQL comme ça. Mais vous pouvez l'appeler GPAQL, c'est pareil, c'est la même syntaxe, n'est-ce pas? Alors maintenant, ici, juste quand vous mettez from, vous mettez ici la classe et non pas la table. Vous mettez from la classe produit et vous mettez un alia. P, c'est un alia, c'est-à-dire as P. Par exemple, si vous voulez sélectionner que la désignation, vous écrivez select P.désignation from produit P. As P, c'est la même chose. Il n'y a pas de as, mais on met ici, juste après, vous mettez la ligne. Par exemple, supposons que vous voulez sélectionner les produits dont la désignation contient un mot-clé. Vous faites create query, select p from produit p, where p.désignation, like x. X c'est un paramètre. Après le x, on va le remplacer, cet paramètre x, on va le remplacer par mc. Avec un pourcentage avant, un pourcentage après, quels que soient les caractères avant, quels que soient les caractères après. Exactement. Voilà. Add P, c'est-à-dire P.étoile. Mais généralement, on ne met pas P.étoile quand vous mettez P, c'est-à-dire tous les attributs. Si vous voulez chercher un objet sachant sa clé primaire, ce n'est pas la peine d'utiliser create query, mais il y a une méthode qui s'appelle find. Alors find, entitymanager.find, vous lui donnez le ID, il vous retourne directement l'objet. Si vous voulez forcer la mise à jour d'un objet, vous pouvez utiliser la méthode merge. Il faut également noter que la méthode persist peut faire les deux. Persist. Il peut faire insert, il peut faire update. Alors quand est-ce? Si par exemple l'objet P, si la valeur de l'ID de l'objet que vous allez transmettre est nulle, donc il fait insert parce qu'il sait que c'est un objet qui n'a pas encore d'identifiant. Mais si vous avez un objet dont le ID est déjà donné, ça peut provoquer un update. Mais si vous voulez forcer l'update, si vous voulez, vous pouvez utiliser la méthode merge. Et enfin, si vous voulez supprimer un objet, vous voulez supprimer un enregistrement, on va utiliser la méthode remove. Mais avant de faire remove, on fait d'abord un find. En résumé, parce que maintenant je vais passer à la partie Spring, c'est-à-dire là c'est du GPA Hibernate sans Spring. Maintenant, si vous voulez travailler avec GPA Hibernate avec Spring. Mais avant de faire ça, donc résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avons dit que pourquoi il faut utiliser un framework de mapping objet relationnel. Nous avons cité 3 raisons. La première, c'est gagner du temps, à peu près 95%, un peu plus. C'est la portabilité de votre application par rapport au système de gestion de base de données. La troisième raison, c'est les performances. La deuxième chose, quelle est la différence, quelle est la relation qui existe entre Hibernate et GPA? Nous avons dit que GPA c'est une API, alors que Hibernate c'est une implémentation de GPA. Mais Hibernate n'est pas le seul framework de mapping objet relationnel. Il y a d'autres implémentations comme
TopLink, Ibatis, Eclipse Link, etc. La troisième des choses, nous avons dit que pour créer un projet GPA, donc souvent vous avez besoin des librairies, et le plus simple c'est d'utiliser un projet Maven. Donc nous avons parlé un petit peu de Maven, c'est quoi, donc il faut savoir le pratiquer. Et après, il faut créer les entités GPA. Nous avons dit qu'une entité GPA c'est quoi? C'est un Java Bean qui utilise deux annotations principales. La notation Entity et la notation ID. Et c'est quoi un Java Bean? C'est une classe qui est serialisable avec des attributs privés, les getters, setters, un constructeur sans paramètres obligatoire. Une fois que vous créez les entités GPA, vous configurez l'unité de persistance. Alors, configurer l'unité de persistance, ça se fait dans un fichier qui s'appelle persistence.xml. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier persistence.xml? On spécifie quel type de base, d'abord le provider, c'est-à-dire quelle implémentation de GPA qu'on va utiliser au moment de l'exécution. On spécifie quel type de base de données, username, password. On spécifie le payload GDBC qu'il faut utiliser, le dialecte. Et ensuite, vous spécifiez si vous voulez créer la base de données, si vous voulez que Hibernate génère le schéma de la base de données en mode create ou bien update. Une fois que vous créez donc l'unité de persistance, par la suite, vous aurez besoin dans GPA de connaître principalement trois interfaces principales. Il y en a d'autres. D'abord, le premier objet qu'il faut créer, ça s'appelle Entity Manager Factory. Vous voyez qu'il est créé en premier lieu. Souvent, c'est un singleton, ça veut dire qu'il est créé une seule fois au démarrage de l'application. Ensuite, en fait, Entity Manager Factory, quand il démarre, c'est lui qui va lire le fichier persistence.xml, c'est lui qui va créer ce qu'on appelle un pool de connexion vers la base de données. Et après, si la base de données n'est pas créée, il va la générer au démarrage si vous lui demandez. Maintenant, après, pour gérer les entités, vous aurez besoin d'utiliser l'objet Entity Manager. En fait, Entity Manager, c'est l'objet qui permet de gérer les entités. Avec ces méthodes qu'il faut connaître, il y a la méthode persist, si vous voulez enregistrer un objet. La méthode create query, si vous voulez exécuter une requête. Alors, la méthode create query, on spécifie une requête avec le langage HQL. HQL, je vous rappelle, c'est Hibernate Query Language, n'est-ce pas? Mais tout de même, si vous voulez écrire une requête SQL, vous pouvez utiliser Create SQL Query. Mais comme je disais, c'est pas pratique. C'est quoi la différence entre HQL et SQL? Dans SQL, on manipule les tables et les relations entre les tables, alors que dans HQL, on ne connaît pas les tables, mais on manipule que les classes et les relations entre les classes. Alors, la méthode find, si vous voulez chercher un objet, sachant sa clé primaire, vous utilisez la méthode find. Si vous voulez forcer la mise à jour d'un objet, vous pouvez utiliser merge. Et après, si vous voulez supprimer, vous utilisez la méthode remove. Voilà le résumé. J'aurais pu faire mon cours en 5 minutes, on aurait pris un café.